Merci Guy, bonjour à toutes et tous. En tout cas, merci à l'INRS pour l'organisation de cette journée qui va nous permettre, nous, vous, enfin, je l'espère, d'accroître nos connaissances en la matière, car je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut maîtriser que ce qu'on connaît, et en l'occurrence, la journée va nous aider à progresser en la matière. Tout d'abord, quelques mots en fait, sur la Fédération du recyclage. C'est une des organisations professionnelles qui, notamment, suit une de ces filières, la filière de la déconstruction automobile et du recyclage automobile en France. Et depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, au travers d'un de nos adhérents, qui est Indra, mais au travers d'autres, hein, bien entendu, nous essayons de contribuer à l'amélioration de ces connaissances. Parce qu'il faut tout de suite signaler qu'il n'existe pas de mode opératoire pour traiter un véhicule endommagé. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a évoqué tout à l'heure des modes opératoires de constructeurs, d'équipementiers, de producteurs de n'importe quel bien qui permettent de traiter un véhicule lorsqu'il est en pleine forme, ou un produit lorsqu'il est en pleine forme. Là, aujourd'hui, on est en train de parler de véhicules endommagés, donc qui par définition ne sont pas en très grande forme. Et on va vous en montrer quelques-uns qui, pour le coup, sont pas loin, effectivement, de la fin de vie. Donc, quelques mots sur la Fédération du recyclage. C'est aujourd'hui plus de 31 000 emplois. C'est une douzaine de filières, en fait, hein, dont la déconstruction automobile. Mais je pourrais citer les métaux ferreux et non ferreux, le recyclage dans le domaine du bâtiment, des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce qui fait écho à quelques points qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est plus de 30 000 salariés, je l'ai dit, et c'est un équivalent de plus de 20 millions de tonnes de CO2 qui sont sauvées chaque année au travers de toutes ces activités. Un dernier chiffre, hein, pour imager, c'est plus de 1100 tours Eiffel qui sont recyclées au niveau des métaux ferreux chaque année. Quelques petits mots, parce que je pense que pour rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous ayez bien connaissance et conscience de ce qu'est la filière véhicule hors d'usage. Vous avez à votre gauche, en fait, le véhicule hors d'usage, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui vient soit d'un dernier détenteur, un particulier. Il peut venir des assureurs également, en fait, hein, en tant que véhicule économiquement irréparable ou surtout techniquement non réparable, et un certain nombre de détenteurs que sont les concessionnaires automobiles ou autres garagistes, fourrières, qui peuvent très bien céder pour destruction leurs véhicules. Ce véhicule-là va être pris en charge par un centre véhicule hors d'usage qui va dépolluer, mettre en sécurité, démonter des pièces, hein, pour produire des pièces détachées d'occasion, pièces issues de l'économie circulaire, et puis un peu de matière. Et la carcasse qui résulte de ce traitement va ensuite partir chez un broyeur, une cinquantaine de broyeurs en France, qui vont pouvoir broyer plus ou moins finement les produits et surtout trier en fait, des métaux ferreux, non ferreux, un certain nombre de matières plastiques avec ce qu'on appelle des technologies qui vont permettre de séparer en fait, ces différents flux. Il est clair que le véhicule électrique présente une particularité, c'est-à-dire le flux que je vous présente là, c'est un flux classique pour un véhicule thermique. Eh bien, dès le stade de la prise en charge par le centre véhicule hors d'usage du véhicule électrique ou hybride, eh bien, il va falloir faire quelques opérations et on reviendra tout à l'heure dessus. Donc, en temps normal, là, c'est autour de 1 200 000 véhicules qui sont traités chaque année. Là, on a les chiffres qui correspondent à 2020-2021. Oui. Et donc, on est autour d'1 600 000 véhicules traités. C'est 1700 centres dûment agréés qui existent en France, qui ont fait des mutations impressionnantes, hein, depuis une quinzaine d'années, 20 ans. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'ils sauront aussi faire face, bien entendu, aux véhicules hybrides et aux véhicules électriques. Et les plus en avance, en fait, hein, sur la profession ont déjà démontré qu'il était tout à fait possible de le faire. 50 broyeurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ne serait-ce que sur les centres véhicules hors d'usage, plus de 10 000 emplois en fait, hein, qui sont présents en France. Et un centre VHU en moyenne, chaque année, traite de l'ordre de 600 véhicules par an en temps normal. Donc vous voyez qu'on a affaire plutôt à des TPE, quelques ETI, mais beaucoup de TPE
qu'il va falloir justement accompagner. Les deux organisations professionnelles sont là effectivement pour les accompagner dans leurs mutations, on va le voir, qui sont des mutations qui vont être assez lourdes, mutations en termes de compétences, mutations en termes de moyens techniques et humains, qu'il va falloir effectivement accompagner dans les années qui viennent. Puisque plus de 260 modèles différents en fait, ont été mis sur la route depuis 2011, et ça va crescendo. En 2022, on imagine que la profession traitera autour de 2500 véhicules à traction électrique, donc ce qui est effectivement très très faible au regard des grands chiffres, des chiffres importants que j'ai évoqués tout à l'heure. L'enjeu principal, effectivement, c'est de poursuivre nos connaissances, améliorer nos compétences, nos modes opératoires pour pouvoir prendre en compte ces nouveaux risques. Sans oublier que dans quelques temps, eh bien, nous aurons aussi à faire face en fait, aux véhicules à base d'hydrogène et que ce sera peut-être l'un des prochains thèmes abordés par l'INRS dans les années qui viennent. Je laisse la parole à Nicolas qui va rentrer beaucoup plus dans le détail en fait, des risques présents sur des véhicules endommagés. Merci à vous. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, au niveau d'Indra, parmi cet écosystème des centres véhicules hors d'usage, Indra, tout d'abord, c'est un réseau de 380 centres véhicules hors d'usage, donc qui sont des TPE, effectivement, qui vont traiter les véhicules hors d'usage, malgré qu'il y a aussi des gros acteurs à l'intérieur du réseau. C'est à peu près 600 000 véhicules traités et environ 300 500 emplois. Indra, en fait, le fait d'animer un réseau a une responsabilité auprès de son réseau. Donc, comment on va gérer cette responsabilité? Tout d'abord, ça va se faire par des activités de recherche. Nous, dont je fais partie, on est une vingtaine de personnes à travailler sur les nouvelles technologies automobiles, mais aussi sur le recyclage des produits et sur les impacts métiers. Et donc, ça va nous amener à développer des matériels ou des outils qui vont permettre de traiter, dépolluer, déposer les batteries, pourquoi pas. Ça va nous permettre aussi de développer des méthodologies et des process qui vont permettre de gérer en sécurité les nouvelles problématiques auxquelles vont être confrontées la profession. Donc voilà comment on va travailler et comment on le diffusera. Ça se fera notamment à travers l'activité formation, puisqu'on a un centre de formation qui porte le nom d'Oreca. Pourquoi on l'a fait? Puisqu'on a une activité qu'on appelle le sourcing de véhicules, c'est-à-dire qu'on va gérer pour le compte de tiers détenteurs de véhicules leurs véhicules hors d'usage. Donc on va gérer leurs demandes et derrière on va faire prendre en charge ces véhicules hors d'usage à notre réseau. Et donc on va devenir donneur d'ordre. Et en tant que donneur d'ordre, on porte la responsabilité du risque que l'on fait prendre au réseau. Et donc c'est comme ça, en travaillant avec notre ingénierie, donc la partie recherche et développement, que l'on a qualifié les risques pour décider de mettre le réseau devant ses responsabilités et gestion d'un risque, ou de prendre en charge la gestion du risque. Et donc pour le véhicule sinistré, on a pris à notre charge le sinistre via notre centre d'ingénierie. Sachant que cette activité de gestion de véhicules est pratiquée depuis 35 ans auprès d'Indra. Donc effectivement, on anime un réseau de 380 centres véhicules hors d'usage, mais on a la particularité d'avoir 2 centres véhicules hors d'usage en propre, dont un qui est accolé à notre centre d'ingénierie et de recherche. Et c'est sur ce site principal où on a étudié ce qu'était l'accidentologie des véhicules électriques et défini les méthodologies d'intervention sur ces véhicules-là. Et bien entendu, on peut, à travers l'activité de conseil, partager les retours d'expérience autour de ces véhicules-là et accompagner différents acteurs pour intégrer ces nouvelles problématiques. Alors l'enjeu par rapport à Indra, c'est d'un côté de concevoir des écosystèmes. Donc ça, c'est le graphique que vous voyez sur la gauche, où vous voyez depuis la production automobile, la mise en circulation automobile, que l'on va pouvoir prendre en charge un véhicule, le tracer, et de ce véhicule, le transformer en pièces détachées d'occasion, qui vont retourner dans la phase de réemploi, d'autres qui vont aller en remanufacturing, et d'autres qui vont aller en recyclage. Parce qu'effectivement, les batteries peuvent avoir une seconde vie, encore faut-il en assurer la sécurité pour les acteurs qui vont user cette batterie de la seconde vie. Et aujourd'hui, un véhicule qui a subi un sinistre va pouvoir être confronté à des décélérations qui peuvent déclencher les systèmes pyrotechniques. Et parmi les règles du constructeur, c'est une règle qui pourrait interdire le réemploi de cette batterie et l'imposition du recyclage de cette batterie-là. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que même le diagnostic d'une batterie ne part pas des moyens techniques et physiques de mesure sur la batterie, mais il faut encore connaître l'historique du véhicule duquel provient cette batterie pour en définir une éventuelle seconde vie. Alors comment on le met en place, ça?
C'est le graphique que vous avez sur la droite. Ça concerne l'intermédiation des différents acteurs, les détenteurs de batterie, les acteurs qui savent faire du remploi de batterie, du diagnostic de batterie. Ça va être les centres véhicules hors d'usage qui vont être au cœur du système. Nous, notre rôle, ça va être d'interconnecter ces acteurs-là entre eux pour avoir toute la traçabilité au niveau du produit automobile et de sa batterie. Alors, effectivement, on a travaillé le sujet depuis plus de 10 ans, avant même que les véhicules soient en circulation. Alors, j'entends les technologies lithium. On a appris notamment avec Renault, on a travaillé sur les véhicules de crash test et d'essai feu, avec leur ingénierie après-vente, pour qualifier l'ensemble des risques que l'on pourrait trouver sur un véhicule. Que ça vienne d'un impact, qui aura un effet sur la batterie, d'une batterie encapsulée à l'intérieur du véhicule, ou de tout autre effet sur le véhicule. Et puis, derrière, vous voyez sur le graphique en bas à droite, une évolution du nombre de véhicules. On a appris par le traitement de cas issus de la circulation. Donc cette année, vous voyez, on aura traité à mi-année environ 150 véhicules. On devrait atteindre les 100 véhicules traités par notre centre d'ingénierie, qui sont des véhicules gravement endommagés au niveau national, que l'on a isolés et traités par nos propres services. Donc ça va être un retour d'expérience sur 35 marques et 550 modèles de véhicules traités depuis nos débuts. Donc les 3 types de sinistres auxquels on est confronté, ce sont tout d'abord l'accidentologie, ensuite on va avoir le véhicule incendie et également le véhicule immergé. Il y a différentes inondations en France qui vont amener à mettre des batteries en contact avec l'eau. Les flèches bleues que vous voyez, ce sont les conséquences directes du sinistre. Par exemple, un véhicule accidenté peut engendrer une batterie cassée, une batterie qui aura donc des fuites d'électrolyte, ou qui pourra présenter des courts-circuits internes, parce que les systèmes sous tension vont entrer en contact les uns avec les autres. Ça peut être également une batterie dont les modules vont gonfler du fait d'une réaction post-accident. L'incendie va amener effectivement la combustion d'une batterie. Alors, sur la photo, vous voyez une batterie qui est totalement brûlée, mais la vraie vie, en fait, c'est que les batteries sont partiellement brûlées. Les combustions s'arrêtent d'elles-mêmes, indépendamment que les services de secours aient arrêté la batterie. Et il faut savoir que, par expérience, l'ensemble des véhicules que l'on a pris, qui étaient des véhicules incendiés, le sinistre ne venait pas de la batterie, mais de la sinistralité classique. Le feu du 1er janvier, un bâtiment qui a subi un incendie, et sur la majorité des cas, 90%, les batteries n'avaient pas brûlé. Il doit y avoir un effet de sol, les pneus explosent, la batterie se pose au sol, le sol maintient la température de la batterie, tout l'intérieur du véhicule brûle, et il n'y a plus aucun élément. Ce qu'il y a derrière ça, c'est que dans le conscient collectif, on se dit bah, la batterie elle a brûlé. Bah, dans la vraie vie, non. Y compris quand on a un véhicule hybride dont la batterie est à l'intérieur du véhicule, l'intérieur complet du véhicule peut brûler et la batterie ne sera pas brûlée. Ce qui a une conséquence avec nos amis broyeurs que vous voyez derrière, c'est que la profession, si elle n'a quand même pas enlevé cette batterie de ce véhicule incendié, on pourrait générer des situations d'incendie chez le broyeur à l'instant où il va broyer l'ensemble de la carcasse du véhicule. Donc c'est vraiment la responsabilité de tous sur l'ensemble de la chaîne de recyclage du véhicule qu'il va falloir cadrer. Et vous allez avoir les véhicules immergés. Certaines batteries sont étanches par conception, d'autres non, mais l'étanchéité en tout cas sera relative à des pressions qui sont comme votre montre lorsque vous vous lavez les mains par rapport à un véhicule qui est tombé dans un torrent lors d'inondations. J'ai mis des flèches en rouge puisque en dehors des conséquences directes du sinistre, vous pouvez avoir des conséquences indirectes qui sont ce véhicule accidenté, je ne l'ai pas protégé des intempéries, les vitrages sont cassés, l'eau est rentrée à l'intérieur de l'habitacle et est rentrée à l'intérieur de la batterie. Eau plus électricité, à un certain niveau, vont engendrer des emballements de batterie. Et on a des exemples sur lesquels on est intervenu, puisqu'on a intervenu sur des véhicules incendiés dont l'origine était un véhicule accidenté non protégé. Vous avez également des véhicules immergés dont le phénomène peut être vu et mesuré, c'est-à-dire que le niveau d'eau va descendre légèrement dans la batterie et à un moment donné, vous pouvez avoir un emballement thermique de la batterie. Alors bien entendu, ça peut aussi occasionner des oxydations internes des différentes connexions électriques. Alors vous voyez ce que je viens de vous présenter, vous avez le premier exemple d'un véhicule 100% incendié dont on a extrait la batterie. Et ce que vous voyez dans le petit carré rouge, en fait, c'est ce qu'on appelle un bus bar. Donc c'est un composant sous tension qui est venu découper le casing de la batterie. Et cette batterie brûlée, en fait, elle n'a pas brûlé à l'intérieur, puisque vous voyez, en prenant la mesure à droite, ce que vous voyez, ce sont des étincelles qui ont été produites lors de la mesure.
électrique. Donc effectivement, on a bien une pièce nue sous tension qui n'est protégeable et protégée par aucun moyen externe sur cette batterie-là. Et donc là, on va humainement intervenir sur cette batterie pour gérer le risque et la mettre en sécurité. Ce que vous voyez sur la diapo du bas, c'est un véhicule inondé dont la fumée s'est dégagée au niveau du fusible de sécurité, et le véhicule, quelques minutes après, est parti en emballement thermique. On a eu cette photo-là parce qu'on nous a demandé d'intervenir sur un véhicule incendié. Quand on a documenté, on a réussi à avoir la vidéo de l'emballement de la batterie et du véhicule. Alors, ce qu'il y a à mettre en place, c'est bien entendu des processus pour définir, dès la prise en charge du véhicule sinistré, s'il y a risque ou pas. Qu'est-ce que c'est, risque ou pas? Si la batterie ne présente pas de risque et que je peux la déposer avec les méthodes standards du constructeur, on va pouvoir l'envoyer dans un réseau qui a une simple habilitation électrique. Aujourd'hui, je vous ai montré au niveau d'Indra, on a 380 centres véhicules hors d'usage qui traitent les véhicules. Parmi ces 380, on en a 200 qui ont une habilitation électrique qui permet de traiter un véhicule dont la batterie ne présente pas de risque. Dès l'instant où il y a un risque, aujourd'hui, ces véhicules, on les a ramenés sur notre centre d'ingénierie, mais demain, on est en train de préparer en 2023 un réseau secondaire qui aura les mêmes compétences que notre centre d'ingénierie pour intervenir sur des véhicules gravement endommagés. Mais ça, on a pu le faire que parce que maintenant, il y a un nombre de véhicules suffisant auxquels ces professionnels qui seront formés seront confrontés régulièrement, puisque une des aptitudes à traiter un risque, c'est d'y être confronté régulièrement. Si vous êtes formé et que vous voyez un cas dans 6 mois, vous aurez oublié tout ce que vous avez appris pour intervenir sur le risque. Et donc là, on a une maturité en termes de volume de véhicules, de savoir-faire, on a rédigé les savoir-faire, on a préparé des ensembles de contrats de cession de savoir-faire qui permettront d'encadrer ce réseau secondaire, de les auditer en termes de moyens, de formation, pour mettre les choses en place. Et nous, en amont, on continue d'arbitrer si le véhicule est à risque pour le faire prendre en charge par un réseau standard ou le faire prendre en charge par ce réseau spécialisé. Alors, une fois qu'on a le véhicule à prendre en charge, le véhicule à risque, on va avoir un processus en 5 étapes qui va être d'abord de diagnostiquer ce véhicule-là, ensuite de retirer le fusible de sécurité quand on peut le retirer, de déposer la batterie, d'ouvrir cette batterie pour la mettre en sécurité, pour la transporter conformément au transport ADR. Et donc là, cette ouverture permet de passer d'un conteneur parfois P911 avec extincteur à l'intérieur vers un conteneur qui maintiendra simplement la condition d'incendie à l'intérieur. Alors ça va nécessiter des moyens, donc des équipements, des compétences, et parmi les compétences, il y a effectivement une habilitation de travaux sous tension, mais qui n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de travailler sur un système dont on connaît le système et qui n'est pas endommagé. Donc il va falloir aller plus loin et avoir travaillé sur des systèmes endommagés pour intervenir sur ces véhicules. Alors quelques retours d'expérience et des images qui ont été déjà montrées ce matin. Et quelques risques, vous voyez des isolants qui ont été endommagés ou le fusible de sécurité qui a lui-même été endommagé. Vous voyez même des mesures qui ont été faites de défaut d'isolement. On appelle ce qu'il y a des potentiels flottants dans les batteries. Donc la masse de la batterie n'est pas mise à la masse de la carcasse de la batterie. Donc là, on est en potentiel fixe du fait du sinistre subi sur la batterie. Vous allez avoir des dangers liés potentiellement qui pourraient engendrer un emballement thermique. Alors vous voyez un choc qui a impacté le positionnement des relais qui coupent l'énergie entre la batterie et le moteur. Donc ça veut dire que là, ces éléments sous tension sont venus se toucher. Et vous voyez sur la droite effectivement des étincelles puisque les isolants des câbles ont été fondus par l'incendie. Et donc là, chaque fois qu'on bouge la batterie, on peut avoir les câblages qui viennent se toucher. Vous avez également des dangers liés à la chimie, notamment l'exposition des opérateurs aux suites de combustion. Mais là, il faut rendre compatible à la fois le casque, puisque nous, on va mettre des casques d'électriciens à visière, avec le moyen de respiration. Donc au début, on avait simplement les visières avec les systèmes à cartouche peinture, mais en fait, ça ne rentre pas sous les casques. Donc aujourd'hui, on va prendre des masques qui vont quand même gérer les particules, type FFP3, pour protéger les voies respiratoires des opérateurs. Et bien entendu, vous pouvez avoir également des substances en présence, liquides et autres, issues de la chimie des modules à gérer. Vous allez également avoir des risques de manutention. Une batterie, parmi les plus grosses, on va avoir des batteries qui vont faire jusqu'à 800 kg, 3 mètres de long, 1,70 m de large.
Donc effectivement, ces batteries, on ne va pas les manutentionner n'importe comment, mais en plus, les batteries ont peut-être les moyens de prise endommagés dans l'accident. C'est ce que vous voyez sur la photo qui est tout à gauche. La batterie, elle a non seulement été déformée fortement, mais les systèmes de fixation de la batterie ont été eux-mêmes endommagés. Donc là, il va falloir adapter les différentes méthodologies pour manutentionner cette batterie-là. Et en fait, cette manutention, vous allez retrouver aussi au niveau du véhicule, dont la batterie, qui est, pour les grandes batteries, suspendue sous le véhicule, peut par le sinistre être fragilisée. Un incendie va monter à 1200 degrés, l'aluminium fond à 600 degrés. Donc effectivement, vous pouvez avoir des chutes de batterie anticipées dans les prises en charge. Et puis, vous pouvez avoir aussi des déformations de véhicules lors des phases de manutention, puisque le véhicule a de la masse devant et sur l'arrière. Et en cas de désincarcération, effectivement, le véhicule peut se replier ou être endommagé dans les phases de manutention. Alors, quelques exemples qui sont parfois même contre-intuitifs. Vous voyez le premier véhicule, un véhicule accidenté, fortement déformé. Et en fait, on n'avait pas une batterie accidentée à gérer, mais une batterie accidentée avec de l'eau. C'est pour ça que vous voyez du verre à l'intérieur de la batterie en haut à droite. C'est l'oxydation des éléments de cuivre qui ont coulé à l'intérieur. La seconde batterie, qui est une batterie d'un véhicule inondé, dont le fusible de sécurité a été oxydé et n'a pas pu être manuellement retiré. Donc la batterie, elle est restée sous tension. Mais d'ailleurs, ce véhicule avait même de la tension côté moteur, c'est-à-dire que les relais en fait, sont aussi restés coincés sur le véhicule. Donc on est intervenu sur l'ensemble du spectre sous tension sur ce véhicule-là. Vous voyez ensuite l'avant-dernier véhicule, qui est un véhicule qui paraît 100% incendié. Dans notre processus de diagnostic, on a vu que le côté droit n'était pas incendié. Et il se trouve que c'est le lieu où est installée la batterie. Et vous voyez, en fait, elle n'a strictement rien. Quand on a ouvert la batterie, elle n'avait strictement rien du fait du sinistre. Et le dernier, qui est assez intéressant, alors c'est une i3, qui est un véhicule en carbone, qui a totalement disparu sous l'incendie. Et vous voyez en fait l'aluminium qui a fondu sous la batterie, donc l'extraire du châssis a été quand même complexe. Et une fois qu'on a ouvert la batterie, en fait, on a mesuré des tensions à l'intérieur, malgré que les modules étaient fondus. Donc l'enjeu des compétences, effectivement, et si on veut tout bien faire, on a chiffré les différents éléments. Alors il y a des éléments simples qui sont sur la première ligne, des équipements techniques, moyens de manutention du véhicule, de la batterie, manutention chariot élévateur, des conditionnements également, des moyens de surveillance. Mais si on veut jouer sur la structure pour encadrer le stockage des véhicules, le stockage des véhicules qui seraient à protéger, donc à abriter, si on veut un atelier dédié, un stockage spécifique aux batteries à risque et un stockage de batteries à conditionner, vous prenez cette enveloppe-là, c'est à peu près 1 million d'euros qu'il faudrait. Alors j'entends des coupe-feu autour d'un lot de 10 véhicules, parce que en fait, vous avez plusieurs véhicules accidentés qui arrivent en même temps et qui sont stockés un certain temps. Ça, c'est quasiment 1 million d'euros. Ce que ça nécessite également, en dehors des investissements, ça nécessite de travailler avec les services locaux qui vont influencer justement ces moyens, ces équipements à mettre en œuvre, parce que c'est eux qui vont intervenir. Donc je pense notamment aux services de secours et aux différents services qui seraient aptes à intervenir sur le secteur. Je vous remercie, je vais voir si c'est fini, puis je répondrai volontiers à vos questions.